Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Votre dominicale de vérité, franc-parler, dépose les valises. Ce dimanche, à la frontière bénino-nigériane, le torchon brûle depuis des mois au sommet des États du Bénin et du Niger. Tout est parti des sanctions prononcées par la CEDEAO contre le Niger à la suite du coup d'État qui a fait du général Abdourahmane Tiani le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Des sanctions dont la fermeture des frontières exécutée par le Bénin n'ont pas été du goût des autorités nigériennes. La note est devenue salée avec l'imbroglio autour du dossier pipeline. Une souffrance pour les deux peuples et surtout pour les opérateurs économiques des deux pays frères. C'est dans le souci de trouver un bout du tunnel que les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi se sont engagés activement au Niger. Le lundi 24 juin 2024, ils ont entamé donc une mission de médiation au Niger. Dans la foulée, les deux anciens chefs d'État du Bénin ont été reçus le mardi 25 juin par l'actuel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Le lendemain, les discussions se sont poursuivies avec les anciens chefs d'État nigériens, dont le général Salou Djibo et Ousmane Mahman et autres personnalités nigériennes. Pour faire une lecture de cette démarche des anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, nous recevons sur Franc-parler un sachant, Raphaël Kodjo Messon. Il est ambassadeur, diplomate, ministre plénipotentiaire à la retraite. Bonjour à vous, ambassadeur Messon. Bonjour, monsieur Roger Naoum. Monsieur Honoré Naoum. Honoré Naoum. Les seniors ont beaucoup plus en mémoire, Roger Naoum. Donc, c'est pas un péché. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise qu'à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Patrice Edja. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, comme toujours, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous acceptons aussi vos questions via WhatsApp, oui, au numéro 50 52 52 73. Des questions courtes, je précise bien. Merci à chacun et à tous. Raphaël Kodjo Messon, je disais tantôt que vous êtes un ambassadeur, diplomate, ministre plénipotentiaire à la retraite. Par ailleurs, vous avez exécuté donc des missions au niveau du ministère des Affaires étrangères, directeur de la coopération décentralisée et de l'action humanitaire au ministère des Affaires étrangères. Vous étiez également directeur adjoint de protocole d'État au ministère des Affaires étrangères, conseiller, ministre conseiller à l'ambassade du Bénin à Brasilia. Nous sommes bien entendu au Brésil. Alors, je voudrais d'abord savoir, avant d'entrer dans le cœur même du sujet qui nous a ramené aujourd'hui, c'est d'habitude sur notre émission de chercher à mieux connaître nos invités. Alors, dites-nous comment vous avez choisi ce domaine-là, la diplomatie. C'est venu comment? Oh, ça a toujours été un rêve pour moi. Un rêve? Mon rêve était de connaître du monde. D'accord. Et connaître du monde, j'avais pensé quand j'étais plus jeune, embrasser le métier de pilote de ligne. Ça me permettrait de connaître du pays. Mais chemin faisant, les matières qu'il fallait posséder pour être pilote de ligne n'étaient pas les matières que je maîtrisais. Alors je me suis dit, bon, il faut choisir une autre carrière qui puisse éveiller ma curiosité sur le monde. Et c'est la diplomatie qui pouvait donc m'offrir cette opportunité. Et à l'université, donc j'ai choisi donc de faire carrière diplomatique pour connaître le monde, connaître les autres cultures et partager aussi un peu ce qui est de mon pays. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a véritablement d'appétissant que vous avez rencontré en entrant dans cette profession qui pourrait accrocher les jeunes, par exemple? Comme je viens de le dire, c'est de connaître d'autres cieux, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Ça vous permet d'être un peu plus tolérant,
Ça vous permet aussi de mieux vous connaître, puisque vous êtes confronté sans cesse à d'autres aspects de la vie. Donc, ça vous pousse aussi à être un peu plus curieux. Et s'il y a des jeunes qui veulent embrasser cette carrière-là, ce que je leur conseillerais, c'est de beaucoup multiplier leur curiosité du monde, la culture générale, un peu, parce qu'on dit que la diplomatie, ça touche un peu à tout. Donc, il faut vraiment améliorer leur désir de connaître, de culture générale, d'être à même de pouvoir répondre à toutes les préoccupations du monde et qui viennent à eux. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez vraiment l'insertion professionnelle facile? Parce que c'est souvent fermé. Hein. Quand on parle de diplomatie, tout le monde a les regards portés vers le ministère des Affaires étrangères, mais c'est quand même pas des postes extensibles. Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité d'insertion professionnelle aujourd'hui pour les jeunes qui vont désirer, par exemple, faire comme vous? Il faut plus d'ouverture, certes. Limiter les relations internationales au ministère des Affaires étrangères n'est pas une bonne formule, parce qu'il y a d'autres ouvertures aussi. Il y a les organisations internationales, les institutions internationales. Aujourd'hui, toute entreprise qui veut s'installer et prospérer avec l'extérieur doit avoir un spécialiste sur les questions internationales. Donc, autant les entreprises vont s'installer, autant ces entreprises-là auront besoin de l'expertise internationale. Donc, on ne pourrait pas réduire cela au ministère des Affaires étrangères, mais on pourra s'ouvrir à d'autres acteurs, à d'autres actions ou à d'autres entreprises ou à d'autres formules aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup pour ce préalable et nous allons donc entrer dans le vif du sujet à présent. On parle bien entendu aujourd'hui de la crise entre le Bénin et le Niger, deux pays frères et au sommet de l'État. On n'arrive plus donc à fumer le calumet de la paix. Et pour rappel, le Bénin a fermé les frontières suite aux sanctions de la CEDEAO, des sanctions qui sont intervenues après un coup d'État. Est-ce que les autorités nigérianes devraient en quelque sorte en vouloir à l'État béninois en respectant ou en appliquant les décisions, les sanctions de la CEDEAO? Cette question est une question principale. D'accord. Et si l'on doit poser ça de façon brute, le Bénin, comme le Niger, et comme tous les 14 pays membres de la CEDEAO, doivent respecter les règles de la CEDEAO. C'est ça. Et lorsque la CEDEAO prend une décision, cette décision doit être respectée et soumise à tous ces États qui doivent les appliquer. Donc, le Bénin a bon jeu de faire appel aux règles de la CEDEAO en les appliquant, puisque les décisions ont été prises au sommet de la CEDEAO. C'est ça. Ça, c'est du point de vue du Bénin. Du point de vue du Niger et des pays qui ont subi cette sanction, eh bien, ces pays disent que, certes, il y a sanction, mais que les textes qui édictent ces sanctions-là n'obligent pas à fermeture de frontières ou à prendre des mesures si drastiques. D'accord. Donc le débat est là sur ces sanctions-là, qui sont des sanctions qui sont prises au niveau de la CEDEAO pour pouvoir établir l'intégration au sein de cette communauté-là. D'accord. Et vous, en tant qu'expert, une décision pareille, prise au niveau de la CEDEAO, est-ce que c'est une décision trop salée? À voir comment ces pays qui ont subi les sanctions les décrivent. Oui. On constate vraiment que ces sanctions ont été dures et difficiles. Dures et difficiles. Et aujourd'hui, on se rend compte même que ces sanctions-là ont des effets collatéraux que nous subissons nous-mêmes. Ça veut dire que les États qui ont de la CEDEAO qui ont pris la décision d'appliquer les sanctions, aujourd'hui subissent elles-mêmes les effets de ces sanctions-là. Donc il y a matière à réfléchir sur
l'application de ces sanctions et autres. D'accord. Alors, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que cette crise-là, qui est née aujourd'hui entre le Bénin et le Niger, est-ce que c'est une crise inédite pour vous dans la sous-région? Non, d'abord, entre le Niger et le Bénin, ce n'est pas la première crise. L'histoire nous enseigne que nous avions eu des crises entre le Bénin et le Niger et qui ont été réglées à l'amiable. La dernière crise des années 60, celle de l'île de l'Été, a été réglée devant la Cour internationale de justice. Donc au niveau du Bénin et du Niger, il y a eu des crises et ces crises ont été réglées. Il y a eu des crises entre le Bénin et le Nigeria, par exemple, avec Obasanjo et autres, et nous avons pu régler ces crises parce que la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, nous ne sommes pas un seul cas, il y a eu plusieurs, mais nous avons pu régler ces conflits-là et nous sommes bien entendus. D'accord. Alors, comment voyez-vous cette radicalité? Parce que les choses ont commencé à être de plus en plus difficiles. Et c'est pour cela les pays sont aujourd'hui appelés à bien réfléchir et à réfléchir sur les intérêts, leurs propres intérêts lorsqu'il y a un conflit. Et c'est dans le souci de préserver ces intérêts-là que les choses commencent à se radicaliser. Il y a une question d'intérêt au niveau de ces États et cela explique un peu pourquoi les choses se radicalisent. Ça, c'est à première vue ce que l'on voit et ce que l'on peut dire. D'accord. Et dans le fond, si vous devez creuser, vous allez nous dire quoi? Bon, puisque nous sommes sur franc-parler, s'il faut creuser, il faut inscrire ces crises-là dans le contexte de la géopolitique internationale. D'accord. La géopolitique internationale n'est pas invisible ou dans les conflits en général qui se passent en Afrique. Et en tant que spécialiste des relations internationales, je me demande toujours, lorsqu'il y a un conflit, où est la place de la géopolitique internationale? Quels sont les intérêts qui sont en train de s'exprimer là? On constate en Afrique en général la résurgence du conflit Est-Ouest et elle n'est pas absente dans ce qui se passe dans nos régions ici actuellement. Donc, cela dit, nos conflits entre pays, certes, mais il y a aussi la présence des questions de géostratégie qui ne sont pas visibles. D'accord. Et il faut en tenir compte. Oui. Et les diplomates, lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de situation, en savent quelque chose. Et si on leur laisse la possibilité, ils peuvent apporter des solutions. D'accord. Alors, autour de cette crise, vous voyez qui est qui? Quand vous parlez de la géostratégie, vous voyez quoi? Ou qui est qui? Les forces en présence. Comme je viens de vous le dire, on constate aujourd'hui, ce n'est pas un secret, que le conflit Est-Ouest marque sa résurgence. Donc, qui dit Est-Ouest, vous voyez de quel pays je parle, quelles sont les puissances en présence donc dans ces genres de situations. Et cela se voit, et vous avez vu les premières mesures qui ont été prises, les accords ont été dénoncés entre ces trois pays de l'AES et l'ancienne puissance coloniale. Vous voyez la présence actuellement de la Fédération de la Russie. Et les pays occidentaux nous demandent de faire attention parce que toute relation que nous avions avec la Russie, le président français d'ailleurs, quand il est venu ici, il nous a dit de faire très attention parce que ne pensez pas que si la Russie vient vous offrir son assistance, que ce serait gratuit ou autre. Donc, tout ça s'inscrit donc dans cette géostratégie-là. Et aujourd'hui,
les pays africains veulent se repositionner dans le Conseil des Nations. Dans le Conseil des Nations. Donc ils veulent rebattre les cartes et asseoir leur souveraineté. Et cela est présent aussi dans toutes ces situations que nous vivons sur le plan international. D'accord. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, il faut quand même dire que la CEDEAO a levé donc les sanctions. Le Bénin a décidé d'ouvrir les frontières, mais le Niger a gardé sa position. Comment interprétez-vous cela? C'est vrai qu'on parle de base militaire, on suspecte le Bénin de servir de base arrière pour la France, d'autant plus que l'armée française a été donc repoussée du Niger et tout ça. Est-ce que vous voyez l'argument peser dans cette radicalité côté Niger? Le Niger a certainement des raisons. Parce que il faut écouter le Niger. Le Niger a ses raisons certainement que peut-être nous ignorons. Nous ne maîtrisons pas. Donc le Niger a certainement ses raisons. Et lorsque le Niger se dit méfiant vis-à-vis du Bénin, compte tenu, puisque le Niger voit derrière la décision de la CEDEAO la main de l'extérieur. Et le Niger estime que s'il y a la main de l'extérieur au niveau des décisions qui ont été prises par la CEDEAO, il faudrait qu'elle fasse gaffe. Et le Bénin, en appliquant les règles de cette CEDEAO que le Niger soupçonne d'être à la botte de la main étrangère, donc on comprend pourquoi le Niger prend ces mesures. On l'entend, il faut l'entendre et on comprend pourquoi. Maintenant, il reste au pays de la CEDEAO d'écouter ça, d'entendre ça et de discuter avec le Niger. Au niveau du Bénin, ce que j'entends, nous avons enlevé tout équivoque. Nous avons même demandé à ce que la partie nigérienne vienne voir et constater sur place qu'il n'y a pas de base militaire étrangère au Bénin, comme cela est dit. Le Bénin se défend de cela. Voilà. Mais malgré cela, le Niger maintient donc sa radicalité et estime qu'elle n'a pas confiance. Je pense qu'il y a une question de confiance aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Une crise de confiance. Il y a une crise de confiance. Et lorsqu'il y a une crise de confiance, il faut se parler. D'accord. Il faut se parler, mais est-ce que dans une crise pareille, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres voies? Mais certainement, parce que la crise, elle s'enlise. D'accord. Il y a eu des guerres de communiqués, des fermetures de frontières, des déclarations des autorités et autres. Mais il faudrait passer cela, il faut passer outre et trouver d'autres manières. C'est en cela que je salue l'initiative qui a été prise par les anciens présidents. Vous saluez ça? Je salue cette initiative-là, qui est une manière... Pour vous, ils sont qui? Des médiateurs autoproclamés, c'est ça? Je ne sais pas si, puisque nous ne sommes pas dans le secret des dieux, ont-ils eu l'autorisation du président béninois et autres, ça on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que en tant qu'ancien président du Bénin, qui ont eu à présider la destinée de notre pays, apporter la charge présidentielle, je trouve que c'est une très belle initiative qu'ils ont prise. D'abord, ils sont des personnalités morales, quoi qu'on dise. D'accord. Le président Boyin Yahi a été président en exercice de l'Union africaine, ce n'est pas peu. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il est le président le vice-président du collectif des anciens présidents. C'est quand même des personnes dont la voix porte. D'accord. Et je me rappelle que le président Obasanjo aussi a fait une déclaration pareille. Il a posté une lettre et a appelé les pays de la CEDEAO à s'entendre. Donc, l'initiative de ces deux anciens présidents est une bonne initiative. Et la preuve, on a vu qu'ils ont été reçus par le président du Niger, qui certainement a dû leur dire ce qu'il pense de la situation. Et cette initiative-là est à saluer. C'est à saluer. Alors,
Quand vous voyez aujourd'hui ces présidents mener cette démarche, avec les rencontres qu'il y a eu, ils ont même rencontré les anciens présidents du Niger pour poursuivre les discussions, rencontrer aussi d'autres acteurs et tout. Est-ce que vous les voyez véritablement trouver les mots qu'il faut pour dégeler une telle crise? J'espère bien. J'espère bien parce que, effectivement, dans des crises pareilles, les mots comptent. Les démarches comptent. La forme que vous prenez aussi compte beaucoup. Et je suis convaincu qu'ils auraient trouvé les formules parce que c'est dans ces formules-là que l'on peut exprimer un peu ce que l'on sent sur la situation que nous vivons. Et je suis persuadé qu'ils, pour avoir dirigé ce pays pendant longtemps, soucieux de l'intérêt qu'ils ont donc du pays, ben, ils auront trouvé les mots qu'il faut. Et j'espère que cette initiative-là va porter ses fruits. Et lorsqu'ils reviendront aussi, il faut qu'ils trouvent aussi les mots et les formules, ici aussi avec le président du Bénin. Il faut qu'ils trouvent les mots, les formules aussi, pour pouvoir dégeler la situation. Parce que les deux personnalités, il ne faut pas oublier, c'est des acteurs qui restent donc au devant de la scène au Bénin et qui ont quand même des positions claires affichées contre le président qui est là. Cela d'ailleurs était à la base des interprétations que beaucoup d'acteurs béninois ont fait de ce déplacement-là. Est-ce que vous voyez vraiment ces personnalités jouer le jeu une fois au retour au pays? Ils doivent jouer ce rôle-là. Parce que Boni Yayi est la tête d'un parti politique d'opposition. On connaît bien aussi la verve du président Nicéphore Dieudonné Soglo contre le président, comment dirais-je, Patrice Talon. Est-ce que vous voyez vraiment une perspective heureuse? Prenons exemple sur ce qui se passe ailleurs, sur le plan international. Vous voyez, lorsqu'il y a eu des problèmes sérieux en France, le terrorisme a commis des dégâts énormes là-bas en France. On a vu des présidents de droite comme de gauche participer à cette marche-là. Idem au niveau des États-Unis ou ailleurs, lorsqu'il y a des problèmes sérieux qui mettent les États-Unis en danger, on voit les anciens présidents américains autour du président actuel, qu'il soit démocrate ou républicain et autres. Et lorsque l'intérêt du pays est en jeu, nous devons pouvoir mettre de côté donc ces dissensions politiques et sauver d'abord le pays, l'intérêt du pays. Et c'est cela qui doit être au-dessus de tout. La preuve, lorsqu'un président est élu, on dit qu'il n'est plus président de son parti, mais qu'il est le président de tout le pays. C'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Donc, nous devons savoir mettre de côté donc cette appartenance démocrate, UP et autres, et parler d'abord du pays. Parce que si on ne le souhaite pas, si la situation dégénère et autres, et la situation, les conséquences ne vont pas choisir qui est démocrate, qui est UP et autres. Les situations vont s'abattre sur nous tous. Et j'appelle donc ces acteurs-là à être dans cette disposition pour faire face à cette situation-là. Donc j'espère bien que avec l'expérience qu'ils ont, ces deux anciens présidents, ils sauront sauvegarder les intérêts du pays, et lorsqu'ils vont aborder la question de retour avec le président actuel, ils sauront porter cela pour marquer comment sauver les intérêts du pays. D'accord. Comment dire, vous êtes dans la masse comme nous tous. La manière dont les Béninois ont opiné véritablement sur cette mission diplomatique, comment vous analysez ça? Je trouve que les Béninois ont aimé. Selon ce que moi j'ai cru lire, les Béninois ont aimé, parce que les populations, comme on le dit, sont elles qui souffrent le plus de ces situations.
aller voir un peu les situations les populations de Malanville et des autres qui font les commerces, les opérateurs économiques, les transporteurs et autres. Tout cela, leurs intérêts sont handicapés. Et des deux côtés. C'est ça. Des deux côtés. Quand vous écoutez les populations nigériennes aussi, elles sont fatiguées. Elles disent souvent, avec leur langage, hey, président, entendez-vous entre vous, parce que nous, là, on veut commercer et autres, voilà. Et on veut continuer à vivre. C'est ça. Il y en a même qui mettent en exergue le fait que nous sommes la même culture, la même population, nous sommes les mêmes et autres. C'est le colon qui est venu mettre cette frontière-là entre nous. Donc, la population accepte toute initiative qui serait faite pour que nos peuples se retrouvent. C'est ça. Voilà. Alors, le président Soglo et le président Yahi ont décidé donc d'aller au Niger pour cette médiation-là. Est-ce que vous les voyez dans la posture de valoriser la gouvernance du pays ou bien tout simplement aller demander une frontière? Parce que quand même, il faut partir et défendre un pays et non pas tourner le président actuel en dérision. Comment vous voyez ça? Si, c'est dans cela. Je pense que en diplomatie, on met en exergue ce qui nous met ensemble. Voilà. Ce qui est positif. Je pense que c'est dans cette posture-là qu'ils iront. Ils iront, quand ils ont été, ils iront pour mettre en exergue donc ce qui nous rassemble. Et c'est dans cette posture-là qu'ils doivent se mettre. C'est ça. Oui. Mais les citoyens qui, vous les avez quand même eu l'opportunité, en tout cas moi j'ai suivi quelques citoyens sur les réseaux sociaux, mais en réalité cette démarche, la manière dont c'est apprécié, c'est comme un tant soit peu humilier le président qui est là, qui gouverne aujourd'hui le Bénin, parce que pour eux, parce que comme il y a des tensions entre, comment dirais-je, acteurs politiques, il faut répercuter ça sur une tension pareille. Vous, en tant que diplomate, est-ce que c'est une bonne posture? Non, ce n'est pas une bonne posture, parce que, vous savez, la médiation est une forme de rencontre, de résolution des conflits qui existent en droit international. D'accord. Cette médiation existe, elle est même décrite et elle est même souhaitée. Dans tous les conflits, ce n'est pas la médiation qu'on arrive à trouver les solutions. Donc, la posture dans laquelle on doit se mettre, et lorsqu'il y a médiation, cette médiation, c'est pour trouver une solution au problème et à la crise. C'est d'autres acteurs. Lorsque deux acteurs sont en conflit, il faut une troisième partie pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir faire parler les deux. À la fin, les deux parleront. Mais il faut, ça c'est dans toute situation, hein, situation familiale, de couple et autres, au travail et autres, partout. Lorsqu'il y a un conflit et lorsque la crise monte, il faut un médiateur, il faut des canaux. Il faut des canaux pour pouvoir se parler. Et le président de la République même l'a dit, du Bénin l'a dit, qu'il y a des contacts qui se prennent. Et certainement, je suis persuadé qu'il y a des contacts qui se prennent. Et dans le monde diplomatique, nous savons le faire parce que il y a des contacts informels que l'on prend qui ne sont connus ni des uns ni des autres. Il y a des envoyés spéciaux, mais il y a des contacts personnels qui se prennent. Et c'est en cela que l'absence d'un ambassadeur du Bénin au Niger a peut-être été un handicap pour nous, parce que lui étant sur place avec les réseaux... Parce qu'il a été nommé, mais il n'a pas pu prendre fonction. Il n'a pas pu prendre fonction, c'est un handicap. Si nous avions un ambassadeur auparavant, lorsque la crise commence comme ça, lui, avec les contacts qu'il a, les contacts formels, informels, les amitiés qu'il a su nouer. On dit souvent les diplomates, c'est champagne et cravate, mais non, c'est pas ça. C'est dans ces rencontres-là que nous avons la possibilité de tisser des relations. Et lorsqu'il y a une crise pareille, l'ambassadeur sur place met en branle ces relations. Essaie de toucher qui on peut toucher pour pouvoir se parler. Lui, d'abord, à son niveau, il commence déjà à faire le travail pour lequel il est envoyé là-bas. Et parfois même, la crise ne se développe plus. Elle est tuée dans l'œuf parce que le diplomate qui est sur place a su déjà, par ses contacts, par sa manière, puisqu'il a appris cela, à résorber la crise même et
tout se passe bien. Mais le Niger, quand même, a un ambassadeur au Bénin. Oui, le Niger a un ambassadeur au Bénin, mais le Bénin... Mais pourquoi il ne fait pas le contraire? Ce que vous préconisez, si on avait un ambassadeur de l'autre côté, pourquoi celui qui est ici n'a pas pris le taureau par les cornes pour manager? Je ne sais pas s'il a pu le faire. Certainement, il doit l'avoir fait. D'accord. Il doit l'avoir fait et je ne sais pas. Il doit l'avoir parce que... C'est son rôle. C'est son rôle. D'accord. C'est son rôle de le faire. Lorsque vous êtes accrédité dans un pays, votre rôle, c'est bien vrai de développer les relations commerciales et autres. Mais avant tout, c'est de développer les relations politiques. C'est ça. C'est pour cela qu'on dit même que l'ambassadeur, il est plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'il est le représentant personnel du chef de l'État. D'accord. Il peut recevoir des instructions. Il peut déjà même commencer à faire le travail. Maintenant, l'a-t-il fait ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a fait et qu'il n'a pas? Vous ne savez pas. Alors, si on appelait l'ambassadeur médecin sur un dossier pareil, comment il tient ça pour avoir les résultats? Comme je vous l'ai dit, oui. Je mettrais en marche les réseaux que j'aurais tissés si j'étais ambassadeur au Niger. Et même... Si au-delà même. On vous appelle en tant qu'expert pour dire, bon voilà, c'est une personne ressource en termes de diplomatie parce qu'il y a des langages, il y a des codes et tout ça. Comment vous gérez une affaire pareille pour ramener la paix très très rapidement? C'est de prendre contact. La première chose, c'est de mettre en marche ces réseaux. On doit mettre en marche ces réseaux. Il y a, dans le monde diplomatique, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer en diplomate dans des conférences au niveau de Addis Abeba, de New York et autres. Nous mettons en marche nos réseaux d'abord pour essayer de demander à nous. Donc il faut rechercher les cartes de visite. On recherche les cartes de visite, c'est très important, et on commence à demander à votre collègue qui est là-bas, soit s'il est au ministère des Affaires étrangères ou quelle position il a. On met en marche ce réseau-là pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre cette question-là. C'est la première démarche que nous menons. Et puis après, bon, nous essayons de voir avec nos chefs d'État et autres comment cela peut se résoudre. Mais il faut pouvoir écouter les parties en place. Voilà aussi un peu ce que nous allons faire. Et je connais dans notre monde diplomatique ici des personnes qui auraient pu beaucoup aider cette situation-là. Parce que, vous voyez, j'ai la souvenance, lorsque nous avions eu des conflits avec le Nigeria, je connais des collègues diplomates qui ont beaucoup œuvré dans ça par le passé. Beaucoup par le passé. Et il est arrivé même au niveau du ministère des Affaires étrangères que nous ayons mis en place la direction des pays du bon voisinage. Il y avait une direction spécialement qui a été créée pour ça, pour pouvoir maintenir le bon voisinage avec les pays qui nous entourent. Parce qu'en toute chose, il faut se le dire, hein, lorsque les pays qui vous entourent, vous n'êtes pas en bonne relation avec les pays qui vous entourent, cela ne va pas pour vous. Pour être protégé, il faudrait que vous soyez en de bonnes relations avec les pays qui vous entourent. Cela nous a amené à mettre sur pied les pays du bon, direction des pays du bon voisinage. Il est arrivé même à un moment où nous avons tenu un conseil des ministres, entendez-vous, conseil des ministres bénino-nigérians. D'accord. Pour que ces deux pays-là puissent travailler ensemble, pour essayer de pacifier les relations entre le Bénin et le Nigeria. Nous sommes arrivés jusque-là, on va avoir des réunions de conseil des ministres avec le Nigeria. Donc voici un peu des mécanismes que l'on peut mettre en place pour garantir le bon voisinage avec les pays qui nous entourent, parce que notre développement en a besoin et tous ensemble nous en avons besoin. D'accord. Il y a certains qui font le procès au président actuel, au président Patrice Talon, comme quoi il n'y a pas beaucoup de diplomates avec lui. Est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est bien de voir la chose de cette manière? On a forcément besoin d'être diplomate avant de savoir comment manager, avant de gérer la relation diplomatique. Si je prends, vous savez, à la conférence nationale, la première chose que nous avons souligné, c'est de rendre la diplomatie aux diplomates de carrière.
Parce qu'ils sont formés pour ça. D'accord. Le médecin est formé pour soigner. On ne peut pas s'improviser médecin et pouvoir soigner. On voit les gaffes qui se font lorsque certaines personnes essaient de jouer au médecin. C'est la même la même chose en matière de relations internationales. Ils ont été formés pour ça. Dans l'expérience qu'ils ont, dans les contacts qu'ils ont, comme je vous ai dit là, dans les rencontres que nous avons aux Nations Unies, à l'OUA et partout, il y a une expertise qui s'acquiert. Aujourd'hui, lorsque vous êtes formé à l'ENAM en relations internationales, si vous ne faites pas la pratique au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OUA, mais vous ne pourrez rien faire en matière de multilatéral, parce que c'est autre chose. Sur place, là-bas, c'est autre chose. Si moi, ambassadeur que je suis là, on me dit, bon, on vous envoie ambassadeur aux Nations Unies, les premières personnes vers qui j'irai d'abord, avant de donner ma réponse, ce sont ceux qui ont fait le travail aux Nations Unies et qui ont acquis une expérience certaine. J'en connais beaucoup. D'accord. Donc, pour les questions de relations internationales, il faudrait, de façon inévitable, de façon capitale, faire appel aux médecins des relations internationales que sont les diplomates. D'accord. Et s'il n'y a pas ça, nous allons commettre des impairs et nous regretterons cela. Tout président a souvent un conseiller diplomatique. D'accord. Il y a toujours, les grandes puissances sont toujours un conseiller. Et si vous remarquez bien, si je prends l'exemple des États-Unis et autres, le secrétaire d'État, vous voyez son importance, c'est un peu comme la deuxième personne du pays, le secrétaire d'État. Oui. Parce que c'est celui-là, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a la vue globale sur l'extérieur. Bien que le président ait à la charge des relations internationales, si constitutionnellement, mais celui qui l'exerce, celui qui est au contact avec l'extérieur, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui sait ce qui se passe ailleurs. Et il est entouré des gens qui sont formés pour ça, des années pour ça. Donc, il y a plein d'exemples comme ça où des diplomates béninois ont pu avoir des succès. Par exemple, si vous prenez l'initiative Coton, où le Bénin a eu à défier les États-Unis, je ne vais pas trahir un secret, mais l'ambassadeur Samuel Améou a une référence aujourd'hui dans cela. C'est lui qui a défendu cela au niveau de l'OMC et autres. Il y a plein d'exemples comme ça où des diplomates formés pour ça. Et surtout, l'expérience qu'ils acquièrent. C'est ça qui est le plus important. Et lorsqu'ils mettent cette expérience-là au service du pays, le pays gagne toujours. D'accord. Le pays gagne toujours. D'accord. Alors aujourd'hui, avant de donner la parole aux auditeurs qui vont certainement vous poser des questions ou donner leur avis sur le débat du jour, je voudrais vous demander, est-ce que vous ne voyez pas que la mission ou bien la démarche des anciens présidents est venue un peu en retard? Est-ce que c'est venu au bon moment ou en retard, selon vous? Parce qu'on a senti les couleurs de cette radicalité il y a très longtemps. C'est le dossier Pipeline là qui est venu donc compliquer les choses avec l'arrestation et tout ça. Après, on a donc fait le procès et les gens sont retournés dans leur pays. Mais est-ce que les présidents, les deux anciens chefs d'État là, ne se sont pas réveillés plus tard? Si, bon, il n'est jamais trop tard. Pour bien faire. Pour bien faire. D'accord. Bon. Ils l'ont fait, et nous croisons tous les doigts pour que ça se passe bien. Mais je les comprends un peu. Ils ont certainement hésité. On n'a pas souvent vu, et ça c'est peut-être une leçon que nous devons tirer dans cette situation-là, cette concertation que je dirais républicaine pour des grands dossiers, pour que le président en exercice dans nos pays africains fasse appel ou se retrouve avec les anciens présidents qui sont passés pour discuter des questions essentielles du pays. Cette habitude, nous n'avons pas acquise encore. Moi, je pense même que c'est une structure qu'on pourrait mettre en place. D'accord. On pourrait mettre en place. Je me rappelle que au niveau de la diplomatie, au niveau du ministère des Affaires étrangères, par exemple, à l'époque du ministre Rogatien Biaou, il avait créé
cette structure-là des anciens. Ça signifie que de temps en temps, il faisait appel aux anciens ministres des Affaires étrangères. Il a créé cette structure-là et il les consultait. Vous voyez? Donc, et ça lui permettait de savoir quels conseils donner au président de la République. Oui. Donc, cette institution est indispensable pour nous aussi, au niveau présidentiel. Et si les deux anciens présidents, n'ont pas été prompts à ça, c'est tellement... Soit ils ont hésité, ou ils se sont dit comment ça se verrait. Surtout que ils sont à la tête d'un parti. Est-ce que cela ne va pas être interprété comme... Parce qu'on ne les a pas vus, voilà, on les a pas vus dans une négociation d'abord avec le pouvoir, parce qu'il n'y a même pas eu de communication au sommet de l'État béninois sur ce déplacement, sur cette démarche et rien du tout. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu flou pour le commun des mortels? Non, ce n'est pas flou. C'est pour ça que je disais à l'entame, est-ce une initiative personnelle des deux? Oui. Parce que c'est ce qu'on est. C'est ce qui transparaît. C'est comme une initiative personnelle, mais qu'est-ce que ça peut faire? Quel impact cela peut avoir? L'impact premier qu'on sait que ça peut avoir, et qui a déjà eu lieu, ils ont été reçus par le président du Niger. C'est ça. Ça, on se parle déjà. On se parle déjà. Et cela est une avancée. Et on a comme l'impression même que l'accueil là-bas a été préparé. Si, ça a été bien préparé, ils ont été bien reçus, ils ont eu... Vous voyez, ça c'est l'expérience d'anciens présidents. Donc quand ils sont allés, ils n'ont pas seulement rencontré le président en exercice, mais ils ont rencontré les anciens présidents. Voilà, ils ont rencontré les anciens présidents, ils ont dû se parler entre anciens présidents et autres, comment sauver la situation. Maintenant, reste à nous, comme je le disais à l'entame, de mettre l'intérêt du pays ou de nos pays au-dessus de tout ça. C'est ça qu'il nous reste à faire maintenant. Et peut-être, si, et je le souhaite, nous tirons profit. Un peu plus face au micro. Oui. Et je le souhaite, si l'initiative est bonne, qu'elles sont concluantes, et surtout, je nous conseillerais de ne pas politiser cela. Il faut surtout ne pas politiser cela. Et dire que, bon, si ça a été fait, c'est la victoire de l'opposition. Non. Voici, c'est l'intérêt supérieur du pays qui a été mis en exergue, et c'est cela qui nous a appelés à faire cette demande. C'est comme ça qu'il faut le placer. Et lorsqu'ils viendront faire leur point avec le chef de l'État actuel, déjà s'il les reçoit, c'est ça qu'il faut observer. C'est ça. Est-ce qu'il y aura une rencontre de restitution? D'accord. Si cela se passe, c'est déjà un bon point. Donc, on se parle. Et ça permettra au président actuel d'avoir le sentiment profond et réel des autorités nigériennes vis-à-vis de la situation et quelles sont les propositions qui sont faites. D'accord. Et le reste, laissez ça aux diplomates. Ils sauront le faire. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher ambassadeur Mentan. Raphaël Kodo-Mentan, c'est vous que nous recevons donc sur ce plateau. Aujourd'hui, on va maintenant laisser la place aux auditeurs et qui ont bien envie de dire un mot également sur cette émission et sur la thématique du jour, et aussi poser donc des questions. Dès que quelqu'un sera en ligne, on pourra donc prendre la personne pour recevoir les avis des auditeurs et surtout leurs questions. Les numéros sont connus, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Sébastien Yonrosso. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Monsieur l'invité, bonjour ambassadeur. Bonjour monsieur Yonrosso. Ce que vous avez fait aujourd'hui sur la radio Cotonou, c'est ce qui manque à plusieurs personnes au Bénin aujourd'hui. Faire le pour et le contre, apporter les contributions. Ma première préoccupation, c'est une question bête que je vais vous poser. Les gens disent que le président, son excellence Patrick Talon, est tellement dur et infraction sur certaines décisions que il veut faire quelque chose, il pose le problème à ses conseillers, ministres, collaborateurs
personne parmi eux n'ose dire un mot, même s'ils voient dans leur cœur que ce n'est pas bien. Et on fonce dedans. Et les dégâts sont là, ils croisent les bras. Et ça, j'agis même dans les petites administrations, ou pour des petites décisions dans des bureaux, on attend toujours les chefs pour pouvoir les prendre. Et ça nous retarde. Qu'en dites-vous sur cette question bête que je viens de vous poser? Deuxième préoccupation. Vous voyez, la crise Niger-Bénin, ce n'est pas le président Talon qui souffre de cela, ni le président Sané. Ce sont le peuple, les deux peuples Niger-Bénin. Maintenant, mais les gens ne veulent pas qu'on apporte des critiques sur ce qu'on a mal fait. Parce que si vous rencontrez les Nigériens, ils disent que ce qui les fait du mal, c'est que quand ils avaient la CEDEAO avait annoncé la décision, la façon que le Bénin a envie de réagir sur cette décision, et il y a des camions alignés sur des longueurs de kilomètres avec les marchandises là qui périssaient et on disait tout. On n'a rien fait pour faire rentrer ces marchandises-là. On n'a même pas dit, bon, avant la décision, faites sortir tout ce que nous avons dans le port et puis on ferme notre port. Mais la décision a été prise, c'est ça qu'elle est toute. Maintenant, que pourrons-nous faire, monsieur l'ambassadeur? Que pourrons-nous faire maintenant pour conjuguer cette crise au passé? Voilà mes deux préoccupations ce matin. Merci à vous, Sébastien Yorfossou. Nous allons poursuivre avec... Bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Afwassou, nous vous écoutons, monsieur Afwassou. Comment vous allez? Ça va bien. Notre ambassadeur, comment vous allez? Ça va bien, merci. Est-ce que vous êtes vraiment un ambassadeur pour nous au Bénin? Maintenant, nos anciens présidents, ceux qui étaient au Bénin pour vous contacter, ça fait un. C'est une question d'abord. D'accord. Vous demandez si les anciens présidents ont contacté les ambassadeurs? Oui. D'accord. Deuxième question. Ce que notre chef d'État est en train de faire pour nous nourrir au Bénin, où on va continuer, où avec le Niger, on va s'entendre. Donc notre chef d'État, il est en train de faire mal. Troisième question. Deuxième question d'abord. Troisième question. Tout ce qui est en train de passer au Bénin aujourd'hui avec le Niger, est-ce que ce qui se passe encore au nord, et on a tué nos policiers, ça là encore n'est pas dedans? À tout à l'heure. D'accord. Je vais essayer quand même de résumer après les questions. Il parle donc de la crise sécuritaire. Est-ce que ce n'est pas à la base de cette radicalité? Donc on reviendra dans les réponses sur la question. Un autre intervenant? Bonjour, monsieur Narman. Oui, bonjour. C'est Médard Pazou. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Je dis, nous sommes sur un plateau de franc-parler. Oui. Je crois que vous avez posé des questions pièges à l'ambassadeur. Il vous a répondu, il vous les a répondu de façon diplomatique. Je n'ai pas vu une certaine franchise. Je suis d'accord avec lui. Par rapport à l'initiative des deux chefs politiques, moi je dis chefs politiques, anciens chefs d'État, d'accord. Mais je dis, les gens qui sont allés au Niger, je dis, c'est à toute responsabilité, c'est des gens à qui le conflit peut-être du Niger profitaient, qui sont allés régler. Bon, je salue la forme, mais au fond, c'est ce que moi je vois, parce que je prends l'exemple de la fermeture des frontières du Nigeria. Après, on nous a dit ici que, bon voilà, l'ancien président du Nigeria aurait dit, c'est le président de la République qui a révélé cela, que bon voilà, c'est parce que lui-même, il ne communiquait pas beaucoup, sinon, c'est que les gens, on a bien entendu. Donc c'est des gens qui, ce conflit-là, allaient profiter, mais qui ont vu peut-être que bon, il y a trop de dégâts qui sont allés. C'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que moi j'ai vu. Mais dans la question que moi je vais poser à l'ambassadeur, lui qui a connu du monde, est-ce que le Bénin, puisqu'il a parlé de la méfiance des responsables de la jeune au Niger là,
de leur mission, est-ce que lui qui a connu le monde, est-ce que le Bénin abrite des bases militaires ici pour que le Niger, pour que ceux-là, ces militaires qui sont au pouvoir, et peut-être qui ont les moyens de vérifier, je ne sais pas comment ça se fait, disent que bon voilà, c'est parce que le Bénin abrite des bases militaires, que bon voilà, et les frontières sont fermées. Je rappelle que c'est le Niger qui a été le premier à fermer ses frontières. Quand il y a un coup d'État, on ferme les frontières. Voilà. C'est la question que moi j'ai posée à votre ambassadeur. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage ce matin. Quelqu'un d'autre est là? Bonjour. Allô, monsieur Naou. Oui, bonjour. Paul Chaudaton depuis le stade du feu général Mathieu Kéréko. Nous vous écoutons, Paul Chaudaton. Je vous salue. Et je salue votre invité. Excellence, ambassadeur. Je vous salue. Bonjour. Excellence, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, j'ai travaillé avec le chef d'État de ce pays-là. Et la population n'a pas d'informations. C'est pourquoi ça va dans tous les sens. Ne maîtrise rien du tout de la diplomatie et ne sait pas tout ce qui se passe au sommet de l'État, les informations que les chefs d'État ont et que ça nous amène à ce que nous constatons aujourd'hui. Nous avons un président élu ici au Bénin. Les autres ont pris des armes et nous appartenons à une communauté. Il y a une décision prise par cette communauté. Monsieur l'excellent ambassadeur, je vois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Togo qui est en train de leur donner cette force-là parce que le Bénin est entre le marteau et l'enclume qui n'a pas frontière directe avec eux. Ils sont en train de se comporter de cette manière-là avec nous. Est-ce que nous allons toujours demander à notre chef d'État de toujours continuer à les tendre la main si eux, ils ont mis super grue ou bien mis des bétons pour fermer leurs frontières et nous sommes en train de leur tendre la main et ils ne veulent pas nous écouter? Est-ce qu'il doit encore continuer à s'humilier jusqu'à ce point? Je vous le demande. Parce que nous dépendons de nous tous entre deux pays. Et nous avons des relations, ce n'est pas aujourd'hui. L'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ceux-là, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont pris les armes, pour prendre le pouvoir là-bas. Un pays a perpétué le coup d'État. Maintenant, ils trouvent toutes les raisons pour dire que nous sommes leur problème. Parce que la France a sa base militaire à l'intérieur du Niger, si vous me suivez. Et ont toutes les forces de déloger Tchani en une demi-journée. Et ils l'ont-ils fait? Non, ils ont plié bagage pour aller au Tchad. Est-ce que la frontière du Tchad est fermée? Non. Est-ce que la frontière du Nigeria entre Aoussa est fermée? Oui, non. Maintenant votre question. La frontière directe avec eux fonctionne. D'accord. Nous, Béninois, nous devons nous poser des questions, excellent ambassadeur. D'accord. C'est la tête de notre président qui pose problème, ou bien quel est leur problème aujourd'hui, nous ou bien et la seule de haut réunir les deux pays pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Parce que je vois aujourd'hui que c'est peut-être le Bénin qui est leur problème. Ils ont des relations diplomatiques avec la Russie, non? Pour protéger leur pays, non? Et ils vont nous demander à nous pourquoi nous allons coopérer avec d'autres forces étrangères pour protéger pour signer des accords de défense. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. D'accord. Merci. C'est la préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui a posé une question après, qui a fait un commentaire. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, monsieur José. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. J'ai un peu de nuance concernant ce problème d'exécution où nous devons exécuter les décisions de la CEDEAO. Nous devons exécuter parce que nous faisons partie, oui. Mais à des moments donnés, les compatriotes qui gagnaient des procès de la CEDEAO ou de l'UEMOA, des fois, nous n'exécutons pas cette décision. Pourquoi? De deux. En ce qui concerne le problème, vous avez cité par exemple les compétences de nos ambassadeurs. Oui, nous les connaissons. Est-ce que nous étions obligés d'aller chercher les compétences ailleurs? Toi, est-ce que pourquoi nos deux chefs d'État évitent par rapport, si je vous donne l'exemple de ce que nous avons avec le Nigeria, le président Kéréko avait envoyé en ce temps un émissaire, je pense que c'est dessous, il a échoué, mais le président Kéréko était parti lui-même face à face à Bassangou. Parce que c'est le président, le président qui était là, il était parti face à face et puis on a ouvert les frontières. Est-ce que les deux chefs d'État, pourquoi ils s'évitent?
Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. On va prendre un tout dernier pour finir donc la partie avec les auditeurs. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bonjour à votre invité aussi, c'est Simon Lafis Colonou. D'accord, nous vous écoutons. J'ai trois petites questions à poser à votre invité. La première, est-ce que vous ne pensez pas que cette crise a été déplacée entre État et aller sur le champ des individus, c'est-à-dire entre le chef d'État béninois, M. Talon Patrice, et le chef de l'État du Niger, Tianou? Première question. La deuxième, ne pensez-vous pas que le dossier Pipeline, en ce qui concerne le dossier Pipeline, a rusé avec le Bénin? Je dis bien rusé avec le Bénin. Troisième question. Pensez-vous que l'État béninois a apprécié cette démarche des anciens chefs d'État en direction du Niger? Voilà mes préoccupations. Je vous remercie et bonne journée à vous. D'accord, bonne journée à vous. On revient donc sur le plateau. Oui, pour pouvoir répondre, je crois, notre invité, l'ambassadeur Vincent, a noté donc les questions. Je vous laisse donc répondre calmement aux auditeurs. Nous avons en tout une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre aux auditeurs très très rapidement. Merci, cher ambassadeur. Merci, monsieur Naoum. Monsieur Nyokosu nous dit que il estime que le chef de l'État le chef de l'État est dur, qu'il il ne consulte, ou bien il ne reçoit pas les avis de ses collaborateurs. Bon, moi, je ne suis pas membre du Conseil des ministres et autres. Je dirais qu'un chef de l'État ne peut pas diriger un pays seul, ça c'est sûr. Il a des conseillers. Forcément. Il a des conseillers et d'abord ces ministres sont ses premiers conseillers d'ailleurs. Et le Conseil des ministres qui est institué, c'est une enclave où on échange avant de prendre des décisions. Sinon, il n'y aurait pas Conseil des ministres, on dirait le chef de l'État a décidé et puis voilà. Donc, je suis persuadé qu'il prend des conseils. Ce que je constate moi personnellement, parce que tous les chefs d'État qui sont passés ont eu un conseiller diplomatique. Et nous le regrettons un peu que dans la corporation des diplomates, nous regrettons qu'il n'y ait pas un conseiller diplomatique visible, que l'on connaisse, qui pourrait donner son avis sur les questions internationales. Ça, nous le déplorons vraiment et nous souhaitons qu'il y ait cette structure-là, parce qu'il y en a toujours dans le passé, dans tous les régimes qui sont passés, il y en a eu. Sur le plan de la diplomatie, c'est ce que je peux relever. C'est ça. Mais qu'il ne prenne pas un conseil, je ne pense pas, puisqu'il a des ministres avec lui, avec qui il travaille. Il travaille. D'accord. Il a parlé de souffrance de la population. Il demande que faire réellement maintenant. Mais c'est vrai, ça c'est valable des deux côtés. Ce sont les populations béninoises et les populations nigériennes qui souffrent, je l'ai dit tout à l'heure, qui appellent les chefs d'État à prendre des décisions hardies pour que les frontières soient réouvertes et que le commerce puisse reprendre et que la vie puisse reprendre donc dans nos deux pays. C'est vrai que ce sont les populations qui en souffrent et ce sont les populations qui réclament cela. Et je continue à avoir d'un bon augure parce que quels sont des pays qui n'ont jamais eu de conflits? Les conflits, il en existe, on n'est pas les premiers à les avoir, il en existe, il en existera toujours et il faudra les résoudre. On ne doit pas se plaindre ou crier à haut pour dire il y a conflit, il y a conflit. Des conflits, il y en aura. Des conflits d'intérêt, il y en aura.
Et ces conflits-là, nous devons les résoudre. C'est pour cela que entre le Bénin et le Niger, j'ai fait rappel à des conflits que nous avons eus par le passé. Nous avons eu des conflits. Nous avons eu même des conflits presque armés, puisqu'il y a un bataillon du Dahomey qui est allé sur l'île de l'Été. Il y a eu des conflits presque armés. Mais ces conflits ont été résolus. Et donc ce conflit-là sera aussi résolu. D'accord. On va poursuivre avec Ahwassou Ronfort qui a demandé est-ce que les ambassadeurs ont été contactés par les présidents qui sont partis. Non, vous ne savez pas. Non, je ne sais pas. Non. Ils n'ont pas les anciens présidents, en leur qualité d'anciens présidents, avoir dirigé le pays pendant plusieurs années, ont acquis une certaine expérience et ont trouvé bon que pour dégérer la crise, il fallait mettre en exergue cette initiative-là. Ils l'ont fait et ils n'ont pas besoin de se référer à un ambassadeur, avant de faire. Il demande après, est-ce que le président béninois gouverne-t-il bien à vos yeux? Mais s'il ne gouvernait pas bien, il n'aurait pas été réélu. Il est à son deuxième mandat. D'accord. D'accord. Il pose une troisième question. Est-ce que ce n'est pas la crise sécuritaire qui est à la base de tout ça, de cette crise donc, entre le Bénin et le Niger? Cette crise sécuritaire est à la base de toutes les crises qui se passent actuellement dans notre région. Et cela a pris effet, vous vous rappelez, quand Mohamed Kadhafi a été enlevé de la manière que l'on sait, et que désormais il y a une anarchie dans le Sahel et autres, avec la montée du djihadisme que lui, il arrivait à contenir et autres. Ça, c'est une autre question. On ne va pas faire le débat sur le djihadisme aujourd'hui et autres, mais on sait que cela a été à la base, à la source de plusieurs crises et autres. Il y avait des problèmes latents qui étaient là et autres qui sont venus se joindre à ça. Donc, on peut le dire. On peut le dire que ça existait. D'accord. Ouais. Alors, Benoît Fazo, si j'ai bien noté le nom, dit que vous avez utilisé donc un langage diplomatique dans les réponses. Non, je pense. Nous sommes sur franc-parler, il faut dire les choses clairement, mais vous êtes en train de tenir un langage diplomatique. Non, je dis les choses comme elles sont, comme nous les voyons toutes, et les conseils ou les conseils que nous pourrions apporter ou ce que nous pourrions faire en tant que diplomate, je l'ai dit, parce que lorsqu'il y a conflit, il faut des gens pour le résoudre. Il faut des initiatives pour le résoudre. Et parfois, vous savez, ce n'est pas tout qui se dit aussi, même si on est sur franc-parler. Sinon, il n'y aura pas des réunions à huis clos. Vous savez, il y a des réunions à huis clos. Vous pensez que c'est tout ce que l'on entend là, c'est ça? Il y a des choses qui se préparent en dessous. Il y a des réunions, il y a des rencontres à huis clos, il y a des choses qui se négocient. On ne négocie pas sur la place publique. D'accord. Ce que l'on peut dire de façon essentielle, je pense l'avoir dit, et la place doit revenir aux négociations. D'accord. Il a posé la question de façon claire, est-ce que le Bénin abrite des bases militaires? Le gouvernement béninois a communiqué là-dessus. Il a dit non. Même non. Et a lancé un appel à la partie nigérienne de venir constater sur place s'il y avait des bases militaires au Bénin. Ça, le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. D'accord. Paul Chaudaton, dans sa question, en dehors de son commentaire, dans sa question, il demande si le président Talon doit continuer à tendre la main aux autorités nigériennes. Le président béninois l'a dit clairement. Il a dit que tout ça, ça fait partie du passé. Il a même expliqué, justifié les sanctions. Il a même dit ce qu'ils attendaient pour lui. Cette histoire-là devait se résoudre rapidement. Et que maintenant, vu l'ampleur que les choses sont en train de prendre, il faut conjuguer au passé ce qui s'est passé et qu'il faut désormais maintenant se rencontrer et parler. Donc, il tend la main. Il tend la main et la partie nigérienne
qui se dit avoir été choqué, blessé par cela, rapprochez-vous un peu plus du micro. qui s'est senti blessé par cela, a commencé à ne plus avoir confiance en nous, parce que ça, il faut se le dire clairement, ils n'ont plus confiance en nous. Il faut travailler à retrouver la confiance. Il faut retrouver la confiance. Donc nous qui savons que nous n'avons pas de base militaire ici, nous qui savons que c'est vrai, sanctions de la CEDEAO, nous avons été victimes nous aussi et autres, à cause des dégâts qui ont eu lieu, nous constatons que le Niger n'a plus confiance en nous. Il faut retrouver cette confiance-là. Mais nous devons, si nous sommes convaincus de cela, nous devons travailler à faire revenir cette confiance-là. D'accord. C'est ça, notre épouse nous accuse que, bon, parce que nous ne sommes pas rentrés très tôt du boulot, donc certainement nous avons été infidèles et elle n'a plus confiance. Et à nous de travailler cela pour faire retrouver confiance à notre épouse, pour dire non, si je suis rentré tard, c'est parce que. Donc nous devons tout faire pour renouveler cette confiance-là, puisque nous avons à y gagner nous-mêmes. C'est à nous de mettre en œuvre tous les artifices diplomatiques que nous pouvons mettre en marche pour sauver la situation pour l'intérêt de nos pays. D'accord. Et je crois que ça cadre bien la deuxième question de Gervais Josset qui dit pourquoi les présidents s'évitent. Les deux présidents s'évitent, c'est bien sûr la crise de la confiance, comme vous l'avez donc évoqué. Mais il dit, il parle aussi des décisions qu'on exécute, les exécutions des organisations internationales qu'on exécute en partie. C'est pour dire qu'il y a eu des décisions que le Bénin n'a pas exécutées, mais quand il s'agit de la décision de la CEDEAO, le Bénin s'est empressé donc d'exécuter. Lui, il veut comprendre pourquoi les États exécutent des décisions des institutions internationales en partie. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. Oui. Une décision a été prise au niveau de la CEDEAO et le Bénin l'a exécutée. Mais la leçon que nous devons tirer de cette situation que nous avons vécue là, et qui nous fait souffrir aujourd'hui, les relations internationales sont en mutation. D'accord. Et il faudrait que nous, à notre niveau, nous apprenions à nous poser cette question, même lorsque nous sommes dans une institution internationale, où sont nos intérêts? C'est ça. C'est la question désormais que nous devons nous poser, sinon nous nous ferons avoir. Parce que dans cette situation-là, de la CEDEAO, la CEDEAO a pris une décision, nous l'avons exécutée. Qui est celui qui souffre le plus? C'est le Bénin. C'est le Bénin qui souffre de cela. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Sénégal et autres. C'est le Bénin et le Niger qui ont leurs relations mises en danger actuellement. Donc nous devons pouvoir, à notre niveau, tirer leçon de cela. Ça fait la deuxième ou la troisième fois, je me rappelle au temps du président Kérékou, lorsqu'il fallait mettre le siège de la BOAD au Togo, au Bénin, enfin la réunion qui avait... Il était entendu que ça devait être le Bénin. Je me rappelle quand le président Kérékou, paix à son âme, est revenu les yeux rouges et autres, et a compris que bon, on s'est fait rouler encore une fois de plus parce que bon, on était dans la même situation, mais il ne sait pas comment les choses sont passées là. Vous voyez, donc, même ça, c'est une leçon à tirer. D'accord. Il faut tirer une leçon de ces situations. Oui. C'est vrai, nous faisons partie des communautés internationales et autres, mais dans les décisions qui sont prises, dans les attitudes à tenir, la première question que nous devons nous poser, où sont les intérêts du Bénin et comment les préserver. Je ne dis pas de mettre une croix sur les décisions et autres, mais voir dans toute décision qui est prise où est l'intérêt du Bénin. D'accord. Dans cette... Simon Narcisse Rolanou, lui, il pose la question et il cherche à savoir si ce n'est pas un déplacement de la crise. Est-ce que, en quelque sorte, pour dire, est-ce que la source n'est pas ailleurs, la crise que nous venons? Parce que sa deuxième question aussi parle dossier pipeline et qui parle de ruse chinoise. Non, je ne crois pas, puisque une convention avait été signée entre le Bénin et le Niger sur le pipeline. C'est ça. C'est un dossier qui a été signé en bonne et due forme.
et qui marque ce que le Bénin y gagne, ce que le Niger y gagne et autres. Et le port du Bénin a toujours été le port du Niger, depuis le CBN et autres. Stratégique. Stratégique du Niger. D'accord. Non. Vous ne voyez pas. On va poursuivre. J'ai eu quelques questions via WhatsApp ici que je vais vous poser rapidement. On dit bonjour plateau, Charlemagne Sapoyon de Kokokodi. Il dit pourquoi les présidents des pays frères comme le Togo, le Nigeria et le Burkina n'interviennent pas dans la résolution du problème entre le Bénin et le Niger? Ça fait la complexité de la chose, c'est vrai. Pourquoi? C'est la question que je me pose aussi, parce que la CEDEAO, en principe, devait s'impliquer. Mais bon, le Niger, le Burkina et le Mali ont quitté la CEDEAO. Donc, s'ils étaient encore membres de la CEDEAO, voici une question que nous aurions pu résoudre au niveau de la CEDEAO. Ces trois pays ne sont plus membres de la CEDEAO. Le nouveau président du Sénégal a été envoyé un peu en éclaireur pour essayer de faire ramener ou de discuter, d'écouter les pays de l'AES sur la question. Donc je pense que par les canaux appropriés, la CEDEAO doit continuer. Évidemment, ça ne pourra pas être visible et autres. Je suis persuadé que les diplomates qui sont au niveau de la CEDEAO vont continuer à mener ces négociations-là. Parce que ne pensons pas que les seules démarches du président Bouniaï et de Séphros-Oghlo sont les seules. Il y a certainement des démarches qui se font dans les couloirs pour que nos deux pays se retrouvent. D'accord. Il y a Sunil Azon qui pose la question autrement. Il dit, est-ce qu'il y aurait un pacte, un intérêt particulier entre Patrice Talon et le président nigérien renversé, Mohamed Bazoum, qui a poussé le président Patrice Talon à agir contre le Niger? Est-ce que vous voyez un deal entre le président renversé et l'actuel président et le président du Bénin? Non, on ne voit pas de deal. Je ne vois pas de deal. On voit les raisons qui ont été évoquées. Il y a eu un sommet au Nigeria. Oui. Et le sommet au Nigeria a décidé que ce troisième coup d'État était le coup d'État de trop. Qu'il fallait sanctionner. Qu'il fallait sanctionner cela. Et le Nigeria même était prêt à constituer la force qui devait aller pour cela. Mais après, le Nigeria a fait machine arrière lorsque le président nigérian s'est référé à son Sénat qui a décidé que non, on ne pouvait pas. Donc c'est une décision de la CEDEAO et il ne semble pas qu'il y ait un deal entre le président renversé et le président du Bénin. D'accord. Il y a une question qui ne concerne pas directement l'émission, mais que je vais quand même vous poser. Binanzon Galbert qui dit, Monsieur l'ambassadeur, qu'en pensez-vous de notre diplomatie? Que pensez-vous de notre diplomatie en général et la fermeture de certaines ambassades? Les ambassades qui ont été fermées, certaines ont été réouvertes. C'est ça. New York a été fermé, New York a été réouvert. Addis Abeba a été fermé, Addis Abeba a été réouvert. Le Brésil a été fermé, le Brésil a été réouvert. Donc, nous avons fait l'expérience de fermeté. Et comme vous aviez fait le Brésil, oui. Quel était votre état d'esprit en ce moment quand vous avez entendu qu'on allait fermer l'ambassade de Brasilia? Franchement, puisque nous sommes sur franc-parler, je trouvais que c'était une erreur que nous avions commise. D'accord. Parce que compte tenu des possibilités d'affaires, oui. D'abord, le Brésil, c'est un continent. Et tout ce qu'il y a au Brésil, nous l'avons ici. Et le Brésil étant une des puissances déjà, nous pouvions avoir des rapports avec le Brésil pour pouvoir profiter de ce pays. Ce que j'ai vu là-bas est extraordinaire. Et j'ai trouvé que c'était une erreur que nous avons commise. Mais heureusement, nous avons rétabli cela. Et nous sommes repartis sur une franche collaboration. Si vous voyez les résultats de ceux qui ont été, de la mission que Cheikh a rendue là-bas et autres, il y a de bon augure que les choses reprennent. On commencera par le plan culturel, puis c'est ce qui nous rappelle. Et après, nous embrayerons sur
le plan économique et autres. Il y a beaucoup à recevoir du Brésil. Avec du Brésil. Votre mot de fin pour clôturer, en 1 minute au plus. Je remercie d'abord Radio Cotonou qui m'a invité c'est la première fois que je viens sur cette station-là, oui. pour pouvoir exprimer un peu le volet diplomatique de notre pays sur la question. Et je remercie aussi les auditeurs qui nous ont suivis, qui ont posé des questions pour mieux comprendre, et j'espère que ce partage a pu leur permettre de comprendre un peu mieux, puisque nous sommes sur une question internationale, de comprendre les enjeux internationaux qu'il y a dans toute situation. Et lorsqu'il y a ces enjeux-là, vraiment, que l'on puisse permettre à ceux qui sont faits pour régler ces enjeux-là, de pouvoir se mettre à pied d'eux pour apporter ce qu'ils peuvent, et c'est le Bénin qui gagnera. D'accord. Merci beaucoup à vous, Raphaël Kodjo. Maintenant, vous êtes ambassadeur, diplomate, ministre plénipotentiaire à la retraite. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde Ghislain Bangba, à la prise de vue Patrice Béja et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3. Radio Cotonou, bonne suite de programmes sur Radio Cotonou. C'est bien sûr dimanche. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. Bye.